Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être présent pour notre webinaire. Bonjour tout le monde. Mickaël, Sébastien, bonjour également. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc merci pour votre présence à notre webinaire autour de la migration de tenants Microsoft 365. C'est un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité et un sujet donc du coup qu'on a souhaité aborder plus en détail à l'occasion du webinaire. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides et que vous n'avez pas de problème de son, donc que vous nous entendez bien? Je pense que petit à petit, les gens vont se connecter. Voilà, ça commence à arriver. Merci Cédric, merci Raphaël, merci à tous. Ça fonctionne bien, top. Donc, la migration tenante. Alors très rapidement, en introduction, ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet et sur lequel on vous invite, on vous partage les infos, on va dire, assez régulièrement. Donc, on a des webinaires, bien sûr, des tables rondes, notamment. Donc, les prochaines sur l'IAM, sur l'impact carbone des infra hybrides et sur Microsoft Intune. On a beaucoup de sujets, finalement, qui viennent prochainement. On a également donc des livres blancs, des articles et des replays de table ronde. Une dernièrement qui a été réalisée autour des fusions-acquisitions et notamment comment consolider ces systèmes d'information quand on a effectivement un héritage plus ou moins épars. Synapsis, donc nous sommes une société de services spécialisée dans la modernisation des infrastructures. On accompagne beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises ou des moyennes entreprises dans leur transformation. Et on a donc plusieurs expertises, notamment le Modern Workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité et également tout ce qui est data et IA. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à aller voir sur notre site internet pour en savoir plus justement sur nos retours d'expérience. On est présent à Paris, à Lille et à Lyon en France, ainsi qu'à Kuala Lumpur sur la partie internationale. Et on est à peu près 180 consultants dans l'entreprise. Voilà, pour la photographie de Synapsis. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mickaël et Sébastien pour ce webinaire. Je vous passe la main pour cette petite pour votre intro. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Michael Righetti. Je suis architecte Microsoft Collaboration. Je travaille sur des sujets Microsoft 365 depuis 2015 environ, avec une spécialité messagerie et identité. Et j'ai eu la chance depuis 2015 d'être partie prenante dans pas mal de projets de migration. Voilà. Et Sébastien. Et merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sébastien Gage, je suis ingénieur cloud, avec une grosse spécialité sur Azure. Mais j'ai également pu travailler sur certains sujets de migration plus orientés Modern Workplace, Microsoft 365. Euh, donc voilà pour moi. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse introduire, Mickaël, je te laisse la main. Ah oui, pardon, excusez-moi. Si vous avez des questions, des réflexions, des convictions à nous partager, n'hésitez pas à le mettre dans le chat directement. Moi-même, Sébastien et Mickaël, on a tous les trois un regard sur le chat, donc on pourra prendre vos questions en direct ou à la fin, si effectivement il y en a beaucoup. Mickaël, je te laisse la main. Merci Nathalie. Alors, au sommaire aujourd'hui, comme évoqué par Nathalie précédemment, on va aborder les migrations Microsoft 365 vers Microsoft 365. Je fais d'emblée un petit aparté. En fait, finalement, la source importe peu parce que la méthodologie sera quasiment toujours la même. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez un projet de migration de Google Workspace ou alors d'un serveur de messagerie Zimbra ou Groupwise, peu importe, vers Microsoft 365, sachez que les projets qu'on va vous présenter là peuvent s'appliquer aussi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, on va adresser dans le contexte, disons dans quel contexte on va aborder une migration 365, quels en sont les enjeux, évidemment les scénarios de migration, les étapes de cette dite migration, et enfin, en fin de présentation, on vous fera un retour d'expérience
notamment sur un projet de migration sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc on peut, rappeler dans quel contexte effectivement on va procéder à une migration 365. Comme vous le voyez là, il peut s'agir d'un besoin de travail collaboratif entre 2 sociétés qui possèdent un tenant Microsoft 365. Donc ce besoin de travail, collaboratif, il survient, notamment dans des projets de rachat de sociétés, carve-in, carve-out. Donc effectivement, on pourrait se dire: «On va, autoriser le B2B». Ça, c'est effectivement, très apprécié. Par contre, lorsqu'on a racheté une société, le collaboratif, B2B a ses limites et alors là, on va procéder à une migration, tenante tout tenante. Ça peut être aussi imposé dans un cadre, légal, d'une fusion ou d'un rachat. Ça peut être des exigences, étatiques ou gouvernementales. Par exemple, dans le secteur, bancaire ou des assurances et bien, à ce moment-là, concernant de la résidence des data, on peut être obligé par, le donneur d'ordre d'effectuer cette, migration. Hem, Aussi, effectivement, une migration peut être motivée par la réalisation d'économies d'échelle. C'est-à-dire que plutôt que d'administrer 2 tenants différents avec des ressources dupliquées dédiées à l'administration de ces 2 tenantes, à ce moment-là, on va fusionner les environnements pour réaliser des économies d'échelle. Et enfin, un des derniers contextes qui va nous pousser à faire, cette migration, comme évoqué, ça va être l'uniformisation de l'infrastructure, cloud, hein. Parce que d'un point de vue, administration de ces plateformes, effectivement, ça sera plus simple pour tout le monde si on a des plateformes uniformisées. Que ça soit, pour le monitoring, la gouvernance, la sécurité. Comme ça, tout notre SI va être, régi par les mêmes consignes et on n'aura pas une SI éclatée, dure à maintenir. Voilà. Maintenant qu'on a évoqué les différents contextes, effectivement, quelle que soit la motivation, on va retrouver des enjeux majeurs et donc pour ces enjeux majeurs, je passe la main à Sébastien pour que tu nous fasses un petit overview de ces enjeux. Merci Michael. Oui, en effet, donc pendant une migration, l'objectif principal, c'est d'assurer une transition qui soit fluide pour les utilisateurs finaux. Et donc voilà, ici, on va vous présenter un peu les enjeux majeurs et les bonnes pratiques essentielles pour réussir sa migration. Alors le premier point que je voudrais aborder, qui ici est le dernier point, c'est préparer un audit et une définition du périmètre. Pourquoi faire ça? Bah, pour s'assurer d'avoir un audit détaillé des données et des services impactés, pour s'assurer que tout ce qui heu, doit être réalisé heu, est réellement nécessaire, que voilà, on a bien pris en compte l'ensemble du projet, des données, des applications à migrer, et donc voilà, avoir une vue très claire de ce qui doit être réalisé. Ensuite, on a un objectif de transparence vis-à-vis de l'utilisateur final. Il est crucial de réduire le temps de la disponibilité euh, pour que l'utilisateur puisse continuer à travailler et de s'assurer qu'il ait toujours accès à ses ressources habituelles, ses applications, ses emails, ses fichiers, etc. Ensuite, il faut s'assurer que les critères de sécurité soient alignés avec la cible, que les environnements soient bien préparés et sécurisés, et qu'il y ait une concordance entre l'ancien tenant et le nouveau tenant. Ensuite, il faut réaliser une communication qui soit efficace et régulière. Les migrations sont des choses qui peuvent générer de l'inquiétude, surtout peuvent générer de l'inquiétude pour les utilisateurs finaux. Donc, il est essentiel de pouvoir communiquer avec ces utilisateurs pour pouvoir éviter des incompréhensions et éviter au maximum les périodes d'interruption. De manière plus globale, il faut pouvoir apporter un accompagnement à ce changement. Le changement, c'est jamais quelque chose de très facile, donc pouvoir préparer un plan de support et de formation
ou pour aider les utilisateurs à évoluer dans ce nouvel environnement, à faire cette transition. Et donc enfin, avoir une cadence de migration qui soit maîtrisée, pas migrer tous les utilisateurs d'un coup, échelonner cette migration pour pouvoir éviter une surcharge sur les équipes support et voilà, garantir une assistance de travail efficace. Ces points étant traités, je vais pouvoir repasser la main à Mickaël qui va ensuite vous parler des différents scénarios de migration. Merci Sébastien. Avant de poursuivre, hein, je reprécise par rapport à ce qu'a dit Nathalie, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera de les prendre, pardon, pendant la présentation et sinon effectivement à la fin, il y aura un temps dédié donc, aux échanges. Mais pour rendre cette présentation vivante, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, une fois que les enjeux majeurs de la migration ont été identifiés, on va passer à notre scénario de migration. Donc sur cette slide, en fait, vous avez 2 niveaux de lecture. Vous avez un premier niveau de lecture qui est, horizontal. Grosso modo, le niveau horizontal vous présente 2 scénarios de migration différents qui vont être abordés, par 3 prismes différents. Le prisme du scénario d'entreprise, ensuite le scénario d'architecture et le scénario de migration. Donc si on se concentre sur la 1re ligne, c'est-à-dire le premier scénario de migration, ici on va être dans une migration où on conserve le nom de domaine dans la cible. Admettons, on se positionne dans un projet de carving, vous venez de racheter une société, vous avez décidé de la migrer dans votre tenante. En revanche, la société que vous avez rachetée va garder tout ou partie, de sa marque et donc de son domaine, personnalisé. Donc le scénario d'entreprise, il est le suivant. Le scénario d'architecture, les identités migreront vers un tenant de cible et conserveront le domaine existant. C'est ce que j'ai dit. Et enfin, le scénario de migration, on va être sur un scénario de migration technique dit à événement, unique. Voilà, pour les initiés, on parle ici d'un cutover en fait, hein. Il existe plusieurs types de migration. Le scénario de cutover, c'est, on migre, tous nos utilisateurs en une seule fois vers la cible. Alors concernant ce scénario de migration, heu, presque tout est migré donc en un seul événement. Le risque est plus élevé. Disons qu'on peut s'attendre à surcharger un petit peu, plus notre support niveau 1 ou nos helpdesk si effectivement les enjeux ont pas été clairement identifiés. Heu, on est sur des délais plus courts sur ce scénario de migration, ça c'est important à noter. Heu, Là, on suit les recommandations de Microsoft, mais il faut éviter les migrations uniques qui impliquent plus de 15 000 utilisateurs. Ça, c'est des préconisations de Microsoft. En revanche, l'expérience nous apprend que, on va plutôt être sur du 5 000 utilisateurs. Disons qu'au-dessus de 5 000 utilisateurs, ça devient très compliqué, d'effectuer une migration à événement unique et même dans certains cas, on va plutôt être sur du 2 000-2 500 utilisateurs. Et ensuite, concernant le volume de données, 7 téra, de volume contenu maximum pour être sur un scénario à événement unique. Ensuite, on a des facteurs, limitants potentiels qui peuvent être, le volume de données comme évoqué précédemment, la bande passante de votre réseau, la capacité du support technique. Alors la bande passante de votre réseau, ça peut être une raison simple, hein, même dans un contexte de migration tenante à tenante, vous pouvez quand même avoir un filer, on-prem qui est là depuis quelques années et sur ce filer, admettons, vous avez 2, 3, 4 téra. OK, très bien. Mais ce filer, il va falloir l'embarquer dans SharePoint Online. Eh bien, si votre réseau est pas suffisamment, scalé pour supporter cette migration, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être partie prenante d'une migration où on a demandé, d'avoir un petit peu plus de capacité sur nos OneLink pour pouvoir être, raccord avec, ce scénario de migration-là, voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est des enjeux qu'il faut identifier, avant le démarrage de votre migration. Et ensuite, donc, dans un scénario de cutover, il faut envisager un domaine temporaire
pour une migration par phase si une migration unique est impraticable. Et une fois que j'ai dit ça, en fait, ça nous amène vers le deuxième scénario de migration dans lequel, effectivement, la société que l'on vient de racheter, admettons, va complètement changer d'image de marque et en plus de ça, ne va pas utiliser son domaine historique, à la cible et va changer de domaine primaire. Donc dans cette migration progressive, effectivement, nous avons un risque plus faible parce qu'elle est cadencée sur un agenda qui va être plus long que sur un cut-over. Les domaines sources ne sont pas transférés. Alors transférer, le mot est pas juste parce qu'ils vont pas être usités à la cible en tant que domaine primaire. En revanche, ils pourront éventuellement être transférés et raccrochés à la cible pour être notamment usités en tant qu'alias de messagerie pour pas que les contacts historiques de la société source, en fait, les collaborateurs historiques, au cas où ils aient pas l'information du changement d'adresse mail, par exemple, des destinataires habituels, et bien que ces mails-là ne soient pas perdus et soient quand même reçus dans la nouvelle boîte de l'utilisateur, si on parle de messagerie. Ensuite, les utilisateurs adoptent de nouveaux domaines cibles, ça je l'ai dit. Les limitations de coexistence peuvent entraîner des problèmes. J'entends quoi par là? C'est-à-dire que quand vous êtes sur une migration par étape, par batch de migration, morcelée sur plusieurs mois, ça veut dire que vous allez avoir des utilisateurs qui vont continuer à travailler dans le tenant de source, pendant que certains autres auront été migrés dans la cible. Alors à ce moment-là, vous allez malgré tout devoir mettre en place du travail collaboratif entre ces 2 tenantes. Et qui dit travail collaboratif, on va penser immédiatement certainement au FreeBusy, c'est-à-dire, voir la disponibilité de chacun, heu, quel que soit le tenant dans lequel il réside, les partages des calendriers, c'est-à-dire, voir les événements du calendrier des uns et des autres, si on parle de messagerie évidemment. Ensuite, concernant les accès SharePoint, à ce moment-là, il va falloir se poser la question de, bah, pourquoi pas synchroniser les utilisateurs des 2 tenantes, vers l'autre tenante à l'aide du cross tenant sync. Je ne sais pas si cette notion vous parle, parce que c'est une notion qui est plutôt récente chez Microsoft. Mais maintenant, on a la possibilité, en fait, de synchroniser nos utilisateurs vers un autre tenante Microsoft 365 de manière automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'un utilisateur est créé dans un tenant, eh bien le cross tenant sync, s'il est configuré, va automatiquement créer un utilisateur invité dans l'autre tenante. Donc c'est une fonctionnalité bien pratique qui nous permet donc d'accroître le travail collaboratif pendant cette phase de migration par vague, hein. Après, je dois vous dire que bien souvent malgré tout, toutes ces fonctionnalités de travail collaboratif, intertenantes sont mises en place généralement avant la migration, parce que lors d'un rachat, il y a quand même eu, du travail collaboratif bien souvent entre les 2 entreprises concernées. Voilà. Donc, bah, écoutez, une fois qu'on a établi donc ces 2 scénarios de migration, heu, on va donc pouvoir, d'un point de vue projet, passer à la préparation et à l'audit de notre plan de migration. Donc là, je te repasse, la main Sébastien. Ouais, merci Mickaël. Et donc pour les étapes un peu critiques, parmi les étapes un peu critiques de la migration de tenant to tenant, donc on retrouve cette partie d'audit. Et donc il y a certains points qu'on a déjà évoqués précédemment. Les deux premiers points, la définition du périmètre de la migration et la cartographie détaillée des applications, du volume de données à migrer et des permissions. Voilà, c'est des points qu'on a déjà vus un petit peu plus tôt, mais voilà, il faut bien y faire attention. Quels sont les services à migrer, quels sont les utilisateurs concernés, quel est l'impact sur l'organisation, euh, faire attention à avoir une vision claire du volume de données à transférer, des applications métiers et des permissions qui y sont associées. Ensuite, il faut faire très attention d'un point de vue licensing, pouvoir identifier les licences qui sont utilisées dans l'environnement source,
et s'assurer qu'elles sont disponibles et compatibles dans l'environnement cible. Pouvoir avoir une stratégie de migration qui soit sur mesure, parce que les entreprises, chaque entreprise a ses propres contraintes et ses propres besoins. Donc la stratégie doit être adaptée en fonction du volume de données et des délais à respecter. Voilà, chaque entreprise est différente avec des scénarios qui sont différents. Il faut avoir donc faire attention aux configurations des tenants et des outils de migration. Ça, encore une fois, c'est un sujet dont on a déjà un peu parlé auparavant, mais qui est important. Il faut pouvoir préparer le tenant cible, et donc pour ça, il faut avoir une bonne connaissance de son tenant source. Voilà, c'est un point qu'on a déjà évoqué, mais qui reste important. Et enfin, avoir une stratégie de gouvernance et de sécurité, euh, pouvoir faire le tour des règles de sécurité et des règles de gouvernance dans l'environnement source. Par exemple, les règles de MFA, voilà, toutes les règles qui englobent la sécurité, euh, savoir si ce sont des choses qui vont être appliquées telles quelles dans le tenant cible, et donc pouvoir ensuite arbitrer ce qui va être gardé, ce qui va être modifié, ce qui va être changé. Mais donc pour pouvoir réaliser cette étape, il faut être bien conscient de ce qui existe dans l'environnement cible, dans l'environnement source, pardon. Et donc, et un autre exemple de sujet de gouvernance qui est important, les adresses email dans le cas de fusion de la fusion de deux tenants. Si on a des tenants avec, par exemple, des adresses email qui sont en prénom.nom le nom de domaine, c'est différent de si on a la première lettre du prénom avec le nom le nom de domaine. Ce sont des choses qui sont différentes, mais qui sont à prendre en compte lors de l'audit pour pouvoir éviter tout problème lors de la migration. Donc ces points d'audit et de préparation étant traités, je vais repasser la main à Mickaël qui va vous parler de la partie pilotage et exécution. Oui, alors avant de parler de pilotage et d'exécution, donc merci Sébastien, pour tout ce que tu as évoqué, c'est très important. Je voulais apporter une précision concernant le choix de migration tierce. Là, c'est un retour d'expérience que je vous fais, hein. En fait, il faut absolument pas que ce choix soit fait à la légère, parce que dans une matrice décisionnelle, en fait, du choix du logiciel de migration tierce, il n'y a pas que le prix qui va rentrer en compte, évidemment. Il y a aussi, les capacités de ce fameux logiciel. On se rend compte effectivement que, un logiciel va pas pouvoir adresser, tous les mêmes sujets, et vraiment pas. C'est-à-dire que on va prendre le plus connu des logiciels de migration, ou un des plus connus, Bittitan par exemple. Son cœur de métier historique, c'est les emails. Sauf que maintenant Bittitan vous propose aussi, de migrer, les OneDrive et les SharePoint. Très bien. Cependant, c'est une solution qui est pas tout à fait mûre encore chez eux. Donc, il offre pas encore les mêmes capacités qu'un de ses concurrents sur les sujets OneDrive, SharePoint, qui vont être ShareGate ou AvePoint, pour vous donner les 2 plus grosses références sur la thématique. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous faire cette précision parce que effectivement, le choix du logiciel de migration tierce ne doit pas être indexé que sur le prix, parce que sinon vous allez au-devant de certains problèmes. Vous allez vous rendre compte que la qualité des données migrées, finalement, elle est pas au rendez-vous. Il va vous manquer des choses à la cible. Pourquoi? Ben, parce que votre logiciel de migration tierce n'est pas prévu pour, quoi, tout simplement. Donc, comme l'a évoqué Sébastien, une fois qu'on a terminé notre audit et notre préparation concernant la migration, on va passer au pilotage et à l'exécution. Donc, concernant le pilotage et l'exécution, la première des choses que l'on va réaliser, c'est un test rigoureux, des tests rigoureux sur un échantillon d'utilisateurs. Alors, cet échantillon d'utilisateurs, le mieux reste encore de créer des utilisateurs fictifs des deux côtés, de populer des données à la source pour ces utilisateurs fictifs, de leur donner des accès aux applicatifs métiers et à tout l'écosystème potentiel. Et ensuite, on va tester notre plan de migration, notre runbook, sur ces utilisateurs de test. Évidemment, on va faire la recette des tests et on va affiner.
Une fois que notre test, notre POC, disons, est solide, effectivement, on va passer à l'exécution du pilote de migration. Le pilote de migration, lui, c'est un pilote qui doit être représentatif de tous les cas d'usage envisagés. On a pour coutume de dire que le pilote de la migration représente entre 5 et 10 de la population à migrer. Donc cas concret, admettons, si vous avez, 1000 utilisateurs à migrer, à ce moment-là, votre pilote de migration va représenter entre 50 et 100 utilisateurs. Mais par contre, dans ces 50 et 100 utilisateurs, on va retrouver une représentation, on va retrouver la représentation exacte de tous les cas d'usage que potentiellement vous avez. Donc ça va être aussi bien, le travailleur distant, le travailleur, sédentaire, ça va être, le VIP, ça va être, le front-end user. On va essayer de mettre, tous nos cas d'usage. Voilà. Donc une fois que le pilote est déterminé, on passe à la migration de ce pilote. Une fois que le pilote est migré, on fait la recette de la migration. On soulève, potentiellement les bloqueurs qu'on a rencontrés pour ensuite les gommer. Je vous cache pas qu'à ce stade-là, normalement, si on rencontre des bloqueurs, ils sont minimes et c'est juste de tout petits ajustements qui peuvent être, par exemple, un cas concret en termes de messagerie, ça va être, d'activer, l'auto-expand sur les archives. C'est-à-dire, une archive qui va, rajouter 10 gigas par 10 gigas, dans le storage, global, en fait. Voilà, potentiellement. Donc une fois qu'on a procédé à la recette de notre, pilote, on va passer à la migration progressive, des données et on va monitorer la migration. Donc la migration progressive des données, ça va être dans le cas effectivement si on est dans un scénario de migration, par vague et qu'on n'est pas dans un cut-over. Parce que sinon la migration progressive des données, on l'aura commencé, bien avant. On aura migré 98 de nos données, je rappelle, dans un scénario de cutover pour le coup. Et une fois qu'on aura migré 98 de nos données, le D-Day, quelques heures avant le D-Day, on va migrer les 2 restants et on opère notre bascule. Voilà. Mais par contre, effectivement, dans une migration par vague, on va procéder à une migration progressive de nos données et on va monitorer la migration. Donc monitorer la migration, concrètement, ça se matérialise de la manière suivante, c'est surveiller nos outils tierces de migration. Je fais une petite parenthèse, outils tierces, ceci dit, maintenant, Microsoft propose, dans le cadre de migration tenante à tenante, ses propres outils dans les interfaces administrateurs. J'imagine que dans l'audience, parmi vous, certains doivent le savoir et ont peut-être déjà configuré ces outils. Donc, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans le chat, hein, si vous avez un retour d'expérience à nous faire par rapport à ça. Donc une fois qu'on monitore notre migration et qu'on a terminé la migration de nos données, on passe à la validation du contenu, du bon fonctionnement et des accès applicatifs. Donc les accès, applicatifs, effectivement, heu, ça a été réalisé pendant le test, pendant notre pilote de migration, mais une fois terminé, effectivement, il faudra le revalider pour nos utilisateurs qui maintenant sont en production. Donc, pour monitorer tout ça, heu, en réalité, heu, c'est le temps qui va faire son office. C'est-à-dire une fois qu'on a été migré, on va rentrer dans ce qu'on appelle une période, d'hypercare. Donc là, on est dans la post-migration et l'optimisation et une fois qu'on est dans la post-migration et l'optimisation, on va rentrer dans la période donc d'hypercare. La période d'hypercare, en réalité, elle doit être fixée au préalable. C'est-à-dire que selon le volume de vos utilisateurs, vous allez décider d'une période d'hypercare. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peu importe. Mais pendant cette période d'hypercare, en fait, l'enjeu, c'est que tous les problèmes liés à la migration qui vont être remontés, ils vont être remontés directement à l'équipe projet de la migration. C'est-à-dire qu'on va bypasser entre guillemets, le support niveau 1 et pourquoi pas le support niveau 2 pour tomber direct dans du niveau 3 et les équipes projet vont directement travailler sur les problèmes qui sont remontés. Voilà. Par contre, une fois la période d'hypercare terminée,
ça fait l'office aussi de communication d'ailleurs auprès des utilisateurs finaux. Mais à ce moment-là, les tickets qui seront créés par leur chemin habituel, j'ai envie de dire. Ce sera des tickets créés au support niveau 1 et ils suivront leur cours comme habituellement. Donc ensuite, dans la période de post-migration et optimisation, on va retrouver aussi un enjeu crucial qui est la formation des utilisateurs et support dédié. Donc la formation des utilisateurs et support dédié, cet enjeu, il est crucial, notamment si les utilisateurs qui arrivent de la source dans la cible vont devoir utiliser des logiciels qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Voilà. Donc, s'ils viennent d'un tenant de Microsoft 365 et qu'ils vont vers un tenant de Microsoft 365, le périmètre est plutôt restreint parce qu'ils viennent d'un écosystème connu. Donc, ça va, disons. En revanche, s'ils viennent d'un écosystème comme Google Workspace, par exemple, eh bien, à ce moment-là, et qu'ils ne sont pas familiers, toujours pareil, de l'écosystème Microsoft 365, à ce moment-là, il va falloir mettre l'emphase sur la formation des utilisateurs et avoir un support dédié. Donc là, on va être typiquement dans l'accompagnement au changement, effectivement. Donc ça va être de la communication aux utilisateurs par le biais de mails, de communication sur l'intranet, sur les canaux Teams. Mais grosso modo, il ne faut pas que l'utilisateur final, en fait, se sente dépourvu de moyens face à une problématique. Si par exemple, historiquement, l'utilisateur a utilisé que du Gmail ou alors que du OWA et que là, la cible, ça va être le client Outlook, bah, à ce moment-là, ça va nécessiter effectivement de la communication pour lui dire: «Eh bien, voilà comment maintenant tu vas créer, un meeting, voilà où il va falloir cliquer», ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis ensuite, post-migration et optimisation, on va passer à une étape qui va être l'ajustement sur la configuration finale du nouveau tenant si nécessaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte, au fil des expériences de migration que, bien qu'on ait correctement scopé les enjeux de la migration, défini le périmètre, bien, potentiellement, il faudra toujours faire des ajustements. Toujours, toujours. Les ajustements, si je vous prends un cas concret, ça va être, on va se rendre compte que, pourquoi pas, un collaborateur historique de la société que l'on vient de migrer, ben, quelques-uns de ces emails, tombent dans les spams, dans notre tenante, dans le tenant cible. Bah, à ce moment-là, l'ajustement, ça va être quoi? Ça va être soit de whitelister, l'adresse du collaborateur en question, voire de whitelister, son domaine. Pourquoi pas? Voilà, c'est un exemple. Donc, une fois qu'on a parlé de est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? N'hésitez pas même à dire non dans le chat, hein, si vous en avez pas. Je vous demande ça, hein, parce que, on arrive quasiment à la fin de la présentation principale et je vais aborder le retour d'expérience. Merci, Cédric, pour ton retour. Merci Raphaël. Merci tout le monde. OK. Donc une fois qu'on a évoqué la partie projet, déroulement du projet, donc de ce scénario de migration. On en arrive un petit peu à la fin de la présentation, principale et l'heure est venue, pour le coup, à ce que je vous fasse un retour, d'expérience sur ce sur quoi je suis en train de travailler concrètement, en ce moment. Ah Sylvain, je vois que tu es intéressé par le cross-tenant. J'ai déjà effectué des migrations par le passé. OK, d'accord. Bah, écoute, Sylvain, pas de problème, j'ai déployé le cross-tenant déjà, donc si tu as une question en particulier, n'hésite pas à me la poser. Je garantis pas du 100 de réponse concrète, mais si j'ai la réponse, je te la donne avec plaisir. Heu, concernant le replay, oui, un replay sera disponible, Nathalie, si je me trompe pas, hein? OK, super, Ouais, ouais, tout à fait. super. Donc je vais vous faire, je vais passer donc, au retour d'expérience. Donc actuellement, en fait, je suis à la mission à la Société Générale. Il y a quelques années, la Société Générale a acquis 2 sociétés. Une qui s'appelle ALD Automotive et l'autre qui s'appelle LeasePlan. Les 2 sont été respectivement les leaders mondiaux dans le leasing automobile. Ils ont acheté le numéro 1 et le numéro 2. Donc, cette nouvelle fusion
a donné lieu à la création d'une nouvelle société qui s'appelle Ayvens. Et évidemment, cette société est devenue par essence le leader mondial du leasing automobile. Donc effectivement, on parle de 35 000 utilisateurs en tout, répartis sur 2 tenantes, divisés sur 2 tenantes, donc un tenante pour LeasePlan et un tenante pour ALD Automotive. En termes de projet, l'équipe se compose de 4 architectes et 4 ingénieurs. On a 2 PM et un deputy. Donc les 4 architectes et les 4 ingénieurs, les 2 PM et le DP sont répartis, à part égale, en fait, sur les 2 entités. Parce que les 2 entités ont à peu près la même taille, 15 000 et 15 000 utilisateurs de chaque côté. Heu voilà. En revanche, effectivement, les 2 architectes, on a 2 architectes qui viennent de chez LeasePlan et les 2 autres architectes, qui viennent de la Société Générale et non pas de ALD Automotive. J'explique cette petite différence parce qu'en réalité, ALD Automotive, heu, la gestion et l'administration est confiée aux équipes informatiques de la Société Générale, disons. Donc c'est pour ça que c'est la soc moi, je travaille donc pour la Société Générale sur le contexte ALD Automotive Ayvens. Donc le projet a démarré en 2023 et on se doit de finir les différentes intégrations en mars 2025. La complexité du projet réside en ce que les 2 sociétés sont présentes dans quasiment 50 pays dans le monde. Dans ces 50 pays, les 2 sociétés sont soit représentées toutes les 2, ou alors une seule des 2 sociétés est représentée et on est sur un calendrier d'intégration qui représente à peu près 2-3 pays migrés par mois. Voilà. Et petite particularité, on migre dans les 2 sens. C'est-à-dire que habituellement, dans un projet de migration, on migre uniquement dans un sens, c'est-à-dire de la source vers la cible. Sauf que là, en réalité, on va migrer dans les 2 sens. Il y a des utilisateurs ALD qui vont migrer vers LeasePlan, mais on va aussi avoir des utilisateurs LeasePlan qui vont migrer vers ALD. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, en parallèle, autre que les data, les applicatifs, les utilisateurs, à migrer, il y a aussi des considérations de bureau. C'est-à-dire que, admettons, je prends un pays au hasard, en Grèce, admettons, uniquement LeasePlan est représenté. LeasePlan a des beaux bureaux qui sont vitrines pour le business. Et bien dans ce cas-là, le choix va être fait de migrer ALD Automotive vers LeasePlan. D'accord. Bon, une fois que ça c'est dit, on migre dans les 2 sens. Très bien. Petite précision au préalable quand même, comme ce que je vous ai évoqué pendant la présentation, on a mis en place, le travail collaboratif. Donc, on a activé, le travail collaboratif basique dans un premier temps. Ensuite, on a fait, le travail collaboratif dit avancé, et ensuite on est passé donc au cross tenant sync et maintenant, pour ceux à qui ça va parler, on a déployé le MTO. Heu, donc le MTO, c'est une fonctionnalité de Microsoft, qui s'appelle Multi-Tenant Organisation. Donc une fois que vous avez activé votre, travail collaboratif basique avancé, votre cross tenant sync, vous en arrivez au MTO, honnêtement, vous avez plus grand chose à faire parce que vous avez déjà quasiment tout fait. Mais par contre, le MTO vous apporte une petite fonctionnalité qui va parler aux techniciens qui sont dans le chat. Heu c'est pas rare quand vous faites du travail, collaboratif entre 2 tenantes, c'est même tout le temps le cas. Quand vous êtes un utilisateur final, vous allez dans Teams, vous voulez parler avec un utilisateur de l'autre tenante, vous tapez son nom et bien vous allez avoir 2 entrées qui vont remonter dans le people, picker. Vous allez avoir une entrée pour son guest et une entrée pour son utilisateur fédéré dans Teams. OK? C'est évidemment pas pratique parce que si vous essayez de faire un chat one to one avec son compte guest, vous allez pas réussir et du coup, votre utilisateur final, il va, créer un ticket. Très bien. Bah, le MTO, il va apporter une réponse à cette situation-là. C'est-à-dire que le MTO, une fois que vous l'avez mis en place, il va fusionner ces 2 contacts et du coup, pour l'utilisateur final, ça va grandement simplifier les choses parce qu'à ce moment-là, dans le people picker, il aura uniquement un utilisateur de proposer
Et évidemment, quand il va envoyer son message sera adressé et routé, à la bonne personne. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Mais une fois que notre travail collaboratif est mis en place, qu'on commence, les intégrations, effectivement, et qu'on a terminé nos intégrations, là, je parle toujours effectivement dans le cadre de mon retour d'expérience, on aura encore une étape derrière qui va être de migrer tout ce joli monde vers le tenant de la Société Générale. Donc effectivement, là, je vous mets sur la slide, qu'on a une horizon 2025, pour la fin des opérations. D'ailleurs, la deadline a bougé depuis parce que là, je vous parle, on est déjà en mars et on est loin d'avoir fini. Donc on sera plutôt sur la fin d'année pour la fin des intégrations. Et derrière, une fois qu'on a fini les intégrations entre ces 2 sociétés, et ben, effectivement, on passe à la migration vers la tenante de la Société Générale. Et concrètement, moi, mon boulot aussi, il y a une composante, de mon travail qui est importante dans le design de la migration, dans un environnement complexe, parce que là, concrètement, on est dans un environnement complexe, eh bien, c'est l'écriture de documentation, en fait, hein. Les DAT, les HLD, LLD, les conceptual design, heu et cette partie-là, elle est non négligeable, en fait, parce que la période où on va écrire, toute notre documentation sur laquelle on va se reposer par la suite, finalement, elle est malgré tout assez longue parce qu'elle se fait en collaboration entre les 4 architectes majoritairement, mais ça prend du temps parce que, effectivement, il nous faut les remontées business, savoir qu'on laisse rien derrière nous. C'est-à-dire que tous les business case ont été, pris en considération avant de passer effectivement à l'intégration, définitive, voilà. Donc là, effectivement, on peut parler de projets, structurants. Heu, Parlons d'ailleurs d'outils de migration. Nous, en l'occurrence, on utilise, Quest uniquement. Non, pardon, je dis des bêtises, pas uniquement, on a aussi du ShareGate. Mais, Quest, effectivement, répondait à la plupart de nos besoins parce que Quest on Demand, heu, en fait, il va aussi bien, effectivement migrer vos mails, mais, on peut aussi le plugger sur l'Active Directory et migrer des comptes utilisateurs et migrer des groupes et migrer des devices, par exemple. Et nous, on avait ce besoin-là, voilà. Donc, on a choisi Quest. Voilà. Et puis, dans les enjeux d'une migration, j'en reviens à vous dire, déterminer le scope de la migration, les potentiels, bloqueurs. Là, si vous regardez donc sur la slide, j'ai mis une petite annotation concernant la prise en compte de l'outil Information Barriers dans le contexte de migration. Est-ce que vous connaissez Information Barriers ou pas? Dites-moi dans le chat, hein. Mais, grosso modo, en fait, Information Barriers, c'est un outil de Microsoft, qui permet de cloisonner, segmenter les utilisateurs au sein d'un même tenant. Par exemple, pour des raisons légales, avant de pouvoir, racheter, LeasePlan, on a dû vendre, des entités dans certains pays, comme en Portugal, en Norvège, en Irlande. On a dû vendre, ALD Automotive, parce qu'on est soumis à une loi de concurrence, égalitaire, par l'Europe, édictée par l'Europe, donc on a dû vendre certaines entités. Très bien. Mais une fois qu'on a vendu ces entités, ça se fait pas d'un seul coup. Elles résident toujours dans notre tenante et donc, d'un point de vue légal, eh bien, ces utilisateurs-là n'avaient plus le droit de communiquer et de partager de l'information avec les utilisateurs qui résident toujours dans notre tenante. Donc là, la solution, c'est donc Information Barrier. Information Barrier, techniquement, il segmente les utilisateurs. Segmenter, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs segments et dans ces segments, on va attribuer des capacités techniques. J'entends quoi par capacité technique? En gros, on va activer des features ou non. C'est-à-dire que prenons le segment A, dans lequel on aura mis nos utilisateurs, pourquoi pas portugais et irlandais, eh bien, eux, on va désactiver la possibilité de parler en chat one-to-one avec les utilisateurs du segment B ou du segment C, et ainsi de suite. Voilà. Donc je veux pas trop vous prendre la tête avec ça, mais sachez que ça existe et si vous êtes soumis, heu, à de telles, exigences, eh bien, sachez que vous pouvez le faire.
C'est pas simple à mettre en place, honnêtement. On l'a mis en place avec, l'aide de Microsoft et ça nous a pris 2 bons mois pour mettre en place Information Barrier. Parce que si normalement je suis pas trop mauvais, j'ai réussi à vous l'expliquer et vous l'avez compris, très bien. Mais par contre, croyez bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en prendre en compte dans la segmentation de notre environnement et ça a beaucoup d'impact, en fait, notamment pour les RH, par exemple. Les RH, eux, ils ont besoin finalement d'échanger avec tout le monde. Bon, comment on fait? Enfin, voilà. Bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur mon Il y a retour d'expérience. il y a des questions du coup, Mickaël, je sais pas si tu veux les prendre? Ouais, j'ai pas eu le temps de les regarder, je vais essayer de les lire. La première que je vois, c'est Ferrat. «Bonjour, comment repérer les éléments personnalisés ou tiers à considérer lors d'un audit afin de garantir le succès de la migration GWS vers Microsoft 365. Non, alors, merci pour la question, Ferrat. Alors sachez pour tous les autres que Ferrat, je travaille avec lui en ce moment sur un projet en dehors de la Société Générale. Et effectivement, on est sur une migration Google Workplace vers Microsoft 365. Donc normalement, la remontée se fait par le business en fait. Le business euh, va donner tous les applicatifs, qui sont usités et une fois qu'on a la liste de tout ce qui est usité, à ce moment-là, on va regarder qu'à la cible, on peut fournir le même niveau de service. Voilà. Voilà comment, on considère ça. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre prisme qu'il faut voir, c'est que, sur une petite société, le business aura pas trop de difficultés, entre guillemets, à remonter les outils sur une PME, on connaît à peu près, même le responsable IT connaît les outils qui sont usités, pas de problème. Heu, Quand on passe sur des contextes plus gros de 5, 10 000, 20 000, 30 000 utilisateurs, il y a un responsable applicatif. Et là, à ce moment-là, on va s'adresser à cette personne-là. C'est-à-dire que c'est le responsable applicatif qui va dire, ben voilà mon scope. Voilà le scope sur lequel moi je travaille quotidiennement. Et du coup, il va nous le donner, ce scope-là. Et nous, on va faire en sorte de le fournir ensuite dans la cible. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Ferrat, mais globalement, voilà comment ça fonctionne. Il y en avait une aussi un petit peu plus haut de Steven Petit. Ouais, quelles sont les limitations? Hop, la question est partie. Ouais, bonjour Steven. Quelles sont les limitations du cross-tenant qui sont les plus impactantes pour les clients? Alors, la limitation du cross-tenant la plus impactante, à laquelle j'ai fait face, moi, c'est le cas que j'ai évoqué précédemment. Pour les utilisateurs finaux, en fait, d'avoir heu, les 2 retours dans le people picker, en fait. Ça, c'est vraiment, pour l'utilisateur final, c'est vraiment pas pratique, quoi. Parce qu'il veut discuter avec quelqu'un et bon, bref, il se retourne avec 2 adresses, il sait pas trop laquelle choisir, il va prendre la mauvaise, son message sera jamais envoyé, voilà. Après, il y a une limitation, je voudrais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais pourquoi pas finalement. Il y a une autre limitation dans le cross tenant, c'est que, quand on le met en place, en fait, avec un tenant, source, on va avoir un connecteur inbound et un connecteur outbound. Dans le connecteur inbound, on va pouvoir, faire le choix d'accorder des accès, à certains nombres d'applicatifs, OK? Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 160, je ne veux pas dire de bêtises, mais 170 applications que l'on avait rajoutées, et bien, on n'arrivait plus à en rajouter d'autres, en fait. Et donc du coup, on a dû créer un ticket à Microsoft et en fait, il y a une limitation sur le nombre d'applicatifs que l'on peut rajouter dans le connecteur inbound et ça, en fait, c'est pas mentionné dans la doc, Microsoft. On l'a su, heu, par l'expérience, si j'ose dire, et il y a pas de et on connaît pas non plus le nombre, officiel, en fait, hein. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que nous, à la louche, on s'est dit: «On en a rajouté 170 à peu près», mais en réalité, c'est pas le nombre exact, hein, et Microsoft n'est pas capable de nous fournir le nombre limite d'applicatifs que l'on peut rajouter sur un connecteur, inbound. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Alors cependant, il y a un workaround à ça, il y a un petit bouton qui est, All Applications, et donc il suffit de cliquer sur All Applications, même si en termes de sécurité, c'est pas l'idéal.
Voilà. Donc ça, c'est un des retours que je peux te faire, par exemple, auquel on a concrètement été, confrontés. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais pas vues? Une dernière qui est arrivée de la part de Laetitia. Laetitia, avez-vous un webinaire sur l'avantage d'avoir un seul tenant plutôt que du multi-tenant et les limitations de l'un et l'autre? Alors, on n'a pas de webinaire sur ce sujet-là, mais en revanche, je serais c'est une bonne idée, en vrai. Pourquoi pas? Je sais pas si Ouais, on peut tenir un webinaire entier malgré tout, quand même, mais bon, c'est une ouais, idée. tout à fait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais pas si tu vois les messages, Mickaël. Ouais, je vois. Sylvain, actuellement, nos utilisateurs de filiales avec une licence Exchange Online apparaissent dans Teams. Possible de les masquer sans cross-tenant. Donc ça veut dire qu'ils ont été à un certain point, invités à collaborer sur ton tenant, Sylvain? Je me trompe? Ah d'accord, OK. Ouais, tu peux tout à fait, et ils sont synchronisés depuis ton AD? Ah OK. Dans ce cas-là, ouais, tu peux tout à fait les masquer. En fait, il y a une petite subtilité dans, alors je vais assumer que tu as une hybridation, que ton AD, et ton exchange est hybridé. Si c'est pas le cas, dis-me-le dans le chat. Hem, donc pour les masquer, en fait, tu as un petit attribut qui s'appelle, dans un compte Active Directory, tu as un petit attribut qui s'appelle, MS Exchange Hide from Address List. En gros, il faut le paramétrer sur false et ça suffit pas. Il faut que l'attribut mail nickname soit rempli aussi, pour que tu puisses le cacher de la GAL, en fait. Mais une fois que tu as le mail nickname de paramétrer et cet attribut sur false, que tu le synchronises, tu le verras plus de l'autre côté, quoi. Ah, tu veux pas le cacher de la GAL, d'accord. Ah non, et non, tu ne peux pas le cacher de Teams, malheureusement. Si c'est uniquement de Teams, tu peux pas. Parce que derrière, c'est une GAL fédérée. Ouais, désolé. Je sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Ah voilà, ça arrive. Vas-y, je t'en prie, Mickaël. Dans le cadre où un client possède plusieurs tenantes, Amérique, Allemagne, Italie, est-il recommandé de regrouper tous les tenantes sur un seul ou de privilégier une approche cross-tenante? Alors là, on va plus être dans le retour d'expérience et l'avis personnel, parce que peut-être que quelqu'un vous dira quelque chose de différent, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, il faut privilégier une migration et une administration centralisée, en fait. Voilà. Après, vous pouvez, ça doit être mis en face d'une stratégie business aussi. C'est-à-dire que si la filiale que vous avez, elle a une forte image, de marque, dans le pays où elle est établie, et que vous avez, beaucoup de réticence à une migration, ainsi de suite, peut-être que vous pouvez considérer le fait de mettre en place du cross-tenant et du MTO. Pourquoi pas? Mais malgré tout, ça a ses limitations parce qu'en réalité, vous allez décupler les efforts de gestion de votre, SI, en fait. Parce que, vous allez devoir, conserver une équipe administrateur dans chaque pays, qui vont devoir administrer un deuxième tenante. Vous allez devoir donner des droits granulaires, à la SI centrale, sur toutes les SI pays. En fait, vous rentrez dans un contexte où vous mettez un petit peu les pieds, entre guillemets, dans une usine à gaz, si vous conservez la collab et le MTO. Voilà. Ça, en fait, c'est davantage fourni pour une situation, transitoire. Voilà. On va rester en cross-tenant et un MTO, justement le temps de procéder à notre migration.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, Cédric. De rien, avec plaisir. Ok. Et d'ailleurs, Cédric, j'en profite pour ajouter une petite chose, mais le scope sur lequel je suis en train de travailler à la Société Générale, là, on est sur 2 sociétés à donc on a 30 000 utilisateurs. On aurait pu se dire, 30 000 utilisateurs, la migration, elle va être très longue et coûteuse, mais il y a des études financières qui ont été faites au préalable. Et en fait, au final, il en ressort que ça va nous coûter moins cher, effectivement, à horizon 5-10 ans, de migrer tout le monde dans le même tenant, même si à l'instant T, à l'instant du projet, c'est une somme à sortir, mais en fait qui va être rentabilisée sur le long terme. Donc il y a aussi la question financière qui rentre en compte là-dedans. Hein. Ouais, petite précision. Pardon Nathalie, je t'ai coupé, mais ça m'est. Pas de problème, pas de problème. On arrive au bout, donc du coup, merci à tous. Je me permettrai de vous appeler, je pense, dans l'après-midi pour avoir recueillir un peu votre feedback et voir si vous voulez prolonger l'échange ou pas. Voilà, si ça vaut le coup. Merci en tout cas, Sébastien, Mickaël. Et merci surtout à vous tous pour toutes les questions. Voilà, j'espère que c'était un bel éclairage. En tout cas, j'ai l'impression que c'était clair. Vous êtes restés jusqu'au bout. Donc merci et merci beaucoup, Mickaël, hein, Sébastien. Je ne sais pas si Mickaël, tu veux dire quelques mots. Non, j'allais juste dire avec grand plaisir, j'adore parler de ces sujets. Donc. Là, on a une série de webinaires à faire sur le cross-tenant, le multi-tenant ou Ouais. voilà. Apparemment, on va faire une petite série. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Et merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée.